En seulement 2 ans environ, Jet Zero, la société à l'origine de cet avion, prévoyait de le faire voler. Non, pas une version à l'échelle. Un véritable prototype grandeur nature, et il semble qu'ils aient désormais à la fois les partenaires et l'argent nécessaires pour concrétiser ce projet. Mais pourquoi? Et aussi, si de grands noms comme Boeing, Airbus, Embraer et d'autres constructeurs d'avions établis ne construisent pas ce genre d'appareil, pourquoi une start-up aurait-elle plus de chances d'y parvenir? Et puis, qui est vraiment Jet Zero? Jet Zero. Jet Zero. Jet Zero. Jet Zero. Jet Zero. Jet Zero. Cela fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur les avions à voilure intégrée, ce qui est le cas de cet avion. Les voilures intégrées ne sont pas aussi extrêmes que les ailes volantes pures car elles possèdent encore un fuselage, mais ce fuselage génère toujours une quantité considérable de portance et peut également être stable sur le plan aérodynamique, ce qui n'est pas forcément le cas des ailes volantes. Mais la première question à laquelle nous devons répondre ici est: pourquoi s'embêter avec ce type de conception? Pourquoi une compagnie aérienne préférerait-elle une voilure intégrée à un avion classique à fuselage tubulaire et ailes que nous connaissons tous et que nous apprécions? Eh bien, la réponse rapide, c'est l'efficacité. Le profil du fuselage d'une telle plateforme peut permettre des gains d'efficacité aérodynamique allant jusqu'à 30%. Et certaines entreprises affirment qu'elles pourraient faire encore mieux que cela. Maintenant, il est important de comprendre à quel point ces 30% seraient énormes. Habituellement, de loin, les plus grands gains d'efficacité que nous avons observés récemment sur les avions de ligne modernes proviennent de nouveaux moteurs, et non d'améliorations aérodynamiques. Lorsque Boeing et Airbus, par exemple, ont installé de nouveaux moteurs sur le 737 et l'Airbus A320 pour créer le 737 MAX et l'A320neo, ils ont amélioré leur efficacité d'environ 14 à 15%, ce qui était vraiment considérable. En comparaison, les récents gains liés à la cellule de l'avion sont beaucoup moins impressionnants. Si l'on prend, par exemple, le tout nouveau Boeing 787 tout en composite avec des moteurs Rolls-Royce 30 000, il n'est que 2 à 3% plus efficace que l'Airbus A330 New Engine Option, qui est équipé de moteurs 37 000 presque identiques, mais avec un fuselage en aluminium basé sur le design beaucoup plus ancien de l'Airbus A300. Ces chiffres peuvent varier selon la longueur de la route et le nombre de passagers, mais vous voyez l'idée. Les moteurs ont toujours été une voie beaucoup plus prometteuse pour améliorer l'efficacité, mais même l'amélioration de 14 à 15% apportée par les moteurs du 737 MAX et de l'A320neo ne représenterait que la moitié du gain qu'une conception à fuselage intégré promet. C'est pourquoi il y a pas mal d'opérateurs commerciaux et militaires qui s'intéressent vraiment à ce type de design. Mais ici, on peut aussi se demander: si les conceptions à fuselage intégré sont si bonnes, pourquoi tous les avions de ligne ne sont-ils pas déjà construits de cette façon? Où est le piège? Eh bien, il s'avère qu'il y en a pas mal parmi lesquels choisir. Un point évident concerne les aéroports, et plus précisément les portes d'embarquement. Actuellement, celles-ci sont conçues pour les avions de ligne relativement longs et étroits que nous connaissons aujourd'hui, mais les avions à fuselage intégré seront plus courts de l'avant vers l'arrière et plus larges, ce qui pourrait les rendre trop grands pour les portes d'embarquement typiques des avions monocouloirs. Cela pourrait être résolu en dotant ces avions d'ailes repliables, une solution déjà étudiée par Jet Zero, mais qui ne sera probablement pas retenue, du moins sur leur prototype. Le problème suivant est la pressurisation. Les avions de ligne classique ont toujours eu un fuselage en forme de tube, même avant que la pressurisation ne soit introduite, car cette forme est à la fois solide et légère. Mais il s'avère qu'un tube est également idéal lorsqu'on veut en faire un réservoir de pression. Ce n'est pas un hasard si les bouteilles de gaz d'oxygène ou d'azote. Les extincteurs ont généralement aussi cette forme. Mais avec quelque chose comme un fuselage à voilure intégré, la cabine passager et le poste de pilotage ont une forme beaucoup plus irrégulière et complexe. Et pressuriser cela nécessiterait donc historiquement plus de matériaux pour permettre à la structure du fuselage de résister aux forces internes et de conserver sa forme, mais aussi pour éviter l'apparition de fissures au fil du temps dues à la fatigue du métal. Heureusement, de nouveaux matériaux composites en carbone aident beaucoup à ce niveau-là.
Lorsqu'ils sont fabriqués et formés correctement, les composites en sont beaucoup moins sujets à la fatigue due au cycle de pressurisation que les alliages d'aluminium dont la plupart des avions de ligne sont faits et permettent donc de réaliser des formes plus complexes relativement facilement. Mais ces formes complexes créent aussi un autre problème. Lorsque le fuselage de l'avion n'est qu'un tube, un constructeur peut facilement en fabriquer des versions de taille différentes, essentiellement en ajoutant simplement des sections de fuselage à l'avant et à l'arrière de l'aile. Il y a quelques éléments supplémentaires, comme des issues de secours, mais cela reste assez simple dans l'ensemble. Cette possibilité de varier les tailles est cruciale, car lorsque les compagnies aériennes ajoutent un nouveau type d'avion à leur flotte, elles souhaitent généralement aussi disposer de plusieurs tailles différentes afin de répondre à différents rôles et routes. Et puisque ces variantes sont plus ou moins exactement le même avion, simplement de tailles différentes, cela facilite alors la formation des pilotes et des ingénieurs et rend les échanges d'équipage plus simples lorsque c'est nécessaire. Mais comment parvenir à une quelconque variabilité de taille avec un fuselage à voilure intégrée où chaque version de taille nécessite son propre ensemble de gabarits et de moules pour façonner la structure composite? Cela signifierait des lignes de production et d'assemblage différentes pour chaque nouvelle variante, ce qui compliquerait la fabrication et ferait grimper les coûts de façon considérable. Eh bien, au départ, le coût de fabrication de ces composites serait de toute façon élevé, mais c'est là que les plans de Jet Zero pour leur conception à fuselage à voilure intégrée commencent à devenir vraiment intéressants. L'entreprise a déposé un brevet numéroté États-Unis 6 708 924 B2, si vous voulez le consulter, et ce brevet traite de plusieurs défis liés au fuselage à voilure intégrée. Vous voyez, même si le fuselage et les ailes auront de belles lignes lisses une fois terminées, l'avion est en réalité assemblé comme un jouet Lego fait de briques. Le brevet montre que la cabine passager sera constituée de sections rectangulaires allant de l'avant vers l'arrière, chaque section ayant une porte à l'avant, de sorte que pour fabriquer des avions de tailles différentes, des sections comme celle-ci pourraient être ajoutées, retirées ou remplacées par d'autres. Ainsi, pour varier les tailles, Jet Zero fabriquerait simplement les sections nécessaires séparément, puis les assemblerait dans la combinaison appropriée pour obtenir la taille souhaitée. Cette méthode permet également de résoudre un autre problème lié au concept d'aile volante intégrée, à savoir le nombre et l'emplacement des issues de secours. En cas d'urgence, les passagers doivent pouvoir évacuer l'appareil en toute sécurité. Même si la moitié des issues disponibles sont bloquées, et pour cette raison, les issues disponibles doivent être réparties et placées aussi uniformément que possible dans la cabine. Ici, les portes sont situées vers l'avant, mais la largeur de la cabine fait que même ceux qui sont assis à l'arrière ne sont pas trop éloignés d'une issue. Je dois ajouter ici que les dessins de brevets doivent toujours être pris avec un certain recul, car ils sont conçus pour protéger un procédé sans révéler plus que le strict nécessaire, ce qui peut les rendre assez trompeurs. Mais dans ce cas, on peut au moins se faire une idée de la façon dont un tel avion pourrait être réalisable à produire, encore une fois grâce aux matériaux composites modernes. Mais je n'ai pas encore parlé de Jet Zero, l'entreprise, ni des raisons pour lesquelles nous devrions croire qu'ils peuvent réellement construire cet avion, ce dont je vais parler juste après. Je voudrais juste prendre un instant pour remercier le sponsor d'aujourd'hui, Opera, qui est, selon moi, l'un des navigateurs les plus intelligents. Et je tiens vraiment à vous montrer leur version récemment mise à jour, qui a rendu mon flux de travail quotidien beaucoup plus fluide. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore le multitâche. Ma fonctionnalité préférée dans la dernière version d'Opera est l'écran partagé, permettant d'avoir deux onglets ouverts côte à côte. C'est parfait, par exemple, lorsque je fais des recherches sur des accidents ou lorsque je compare deux articles différents côte à côte pour un script. Fini de jongler avec plusieurs fenêtres ou configurations. Regardez ça. Si je me pose une question en plein milieu du script, je peux simplement appuyer sur CTRL plus / ou commande plus / et demander à Aria, l'outil d'intelligence artificielle intégré à Opera, directement sur la page. Aria peut également générer des images à partir d'une simple requête, ou inversement, vous pouvez télécharger des images et Aria vous en dira plus à leur sujet. Vraiment génial. En tant que personne qui a tendance à avoir de nombreux onglets ouverts, la fonctionnalité des îlots d'onglets est un véritable sauveur. Elle permet de les regrouper et réduire par thème, gardant tout clair et organisé.
Il y a aussi un lecteur de musique flottant que je peux déplacer et qui me permet de contrôler la musique depuis 7 plateformes de streaming différentes. Sans interrompre ma navigation, et dans l'ensemble, Opera ressemble vraiment plus à un espace de travail personnalisé qu'à un simple navigateur. Et le meilleur dans tout ça, Opera est entièrement gratuit, donc si tu veux l'essayer et aussi soutenir ma chaîne, rends-toi sur le lien dans la description. Merci Opera, poursuivons la vidéo. Maintenant, encore une fois, si l'on regarde Jet Zero, qu'est-ce qui plaide en faveur de cette entreprise pour réussir à créer le tout premier design L-fuselage commercialement viable? Eh bien, tout d'abord, même s'il s'agit évidemment d'une start-up, leurs membres ne sont pas nouveaux dans l'industrie. Mark Page, le directeur technique de Jet Zero et l'un des 2 fondateurs, a travaillé dans des rôles de conception d'avions aussi bien chez Boeing que chez Douglas auparavant. Il a en fait participé à un projet commun entre McDonnell Douglas et la National Aeronautics and Space Administration pour le développement d'un avion à fuselage intégré dès les années 1990. L'autre cofondateur et président-directeur général Tom O'Leary a travaillé pour Ford et Tesla, entre autres, et d'autres personnes clés de l'entreprise ont occupé des postes d'ingénierie et d'autres fonctions chez Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Safran, Rolls-Royce, General Electric, Gulfstream, Northrop Grumman, SpaceX ainsi que Spirit Air Systems, entre autres. Leur expertise inclut également des personnes ayant de l'expérience au sein de compagnies aériennes comme Delta et Qatar Airways, et même chez le moins connu AerCap. Donc, c'est un large éventail de personnes issues du secteur aéronautique, ce qui n'est pas toujours le cas dans des entreprises ambitieuses et nouvelles comme celle-ci. Jet Zero a également annoncé des partenariats avec Pratt & Whitney pour ses moteurs, sur lesquels je reviendrai dans un instant, ainsi qu'avec Collins Aerospace pour l'intégration des moteurs. Pour d'autres systèmes clés, ils travailleront avec des entreprises comme BAE Systems, Safran, Thales et d'autres noms bien connus de l'industrie, ce qui sera absolument crucial pour leur succès. Évidemment, tout ce talent et ses partenaires ont besoin de financement pour construire un avion réellement capable de voler. Et comme je l'ai mentionné brièvement dans une vidéo récente, Jet Zero a en fait obtenu un contrat d'une valeur de 235 millions de dollars de l'US Air Force pour construire cet avion de démonstration à l'échelle réelle. La raison pour laquelle l'armée de l'air s'y intéresse, c'est qu'un tel design pourrait être utile soit pour transporter des personnes et du matériel, soit comme avion ravitailleur pour le ravitaillement en vol, ce que l'armée de l'air appelle le système de ravitaillement en vol de nouvelle génération, NGAS. Pour les militaires, un fuselage à voilure intégrée présente également un avantage supplémentaire, car il a une section radar relativement faible, puisque sa partie inférieure comporte peu d'angles internes et que ses moteurs sont placés au-dessus du fuselage principal. Mais bien que 235 millions soit une somme d'argent respectable, ce n'est vraiment pas suffisant pour concevoir et développer un nouvel avion de ligne, surtout un aussi atypique. Selon John Ostrower dans The Air Current, qui suit ce projet de près et que vous devriez vraiment consulter si ce n'est pas déjà fait, Jet Zero aura besoin de 7 à 10 milliards de dollars pour développer une version de production de cet avion. Jet Zero bénéficie actuellement de financements supplémentaires de ses investisseurs, partenaires industriels et compagnies aériennes comme United et Alaska Airlines. Le financement total, incluant le contrat avec le US Air Force, s'élève à environ 300 millions de dollars. Mais j'ai bien dit plus tôt que cet avion allait être construit. Alors comment vont-ils y parvenir avec seulement une fraction du budget nécessaire ? Eh bien, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai précédemment qualifié ce premier avion de démonstrateur, ce qui était un petit indice. Vous voyez, le premier avion que des entreprises comme Boeing et Airbus fabriquent lorsqu'elles lancent un nouvel appareil peut subir de petites modifications pendant le développement et la certification, mais il est en grande partie construit selon un cahier des charges de production. Ainsi, de nombreux avions de développement intègrent les flottes des compagnies aériennes après les essais. Mais en revanche, le démonstrateur de Jet Zero sera un prototype à l'ancienne, similaire à ce que Boeing a fait dans les années 50 avec son 367-80, mieux connu simplement sous le nom de Dash 80, qui était un prototype du célèbre Sept 07. D'ailleurs, le premier client de Boeing pour ce vieux démonstrateur était l'États-Unis Air Force, car il servait aussi de prototype pour le ravitailleur KC-135.
Et maintenant, le démonstrateur de Jet Zero pourrait devenir la base du prochain ravitailleur de l'États-Unis Air Force, ce qui est plutôt logique. Mais l'entreprise qui construira réellement cette première cellule est la célèbre Scaled Composites. Et si vous n'avez jamais entendu parler d'eux ou de leur fondateur Bert Rutan, vous devriez prendre 5 minutes pour découvrir tous les projets incroyables qu'ils ont réalisés au fil des années. Le vaisseau spatial expérimental Spaceship One était leur création. Même si l'avion de Jet Zero est plus grand, il n'égale pas le Stratolaunch, l'avion porteur, un autre projet de Scaled Composites, désormais intégré à Northrop Grumman. Jet Zero a également déjà construit une maquette simple de la cabine pour montrer à ses clients potentiels ce que cette configuration inhabituelle leur offrira comme expérience. Il y a plusieurs sections de cabines qui ressemblent à des cabines à couloirs uniques côte à côte qui s'ouvrent à l'avant et j'ai vraiment hâte de voir comment cela fonctionnera pour ceux qui sont assis loin des hublots. L'approche de Jet Zero vise à permettre la construction rapide d'un prototype afin de démontrer son potentiel aux partenaires et aux investisseurs, tout en aidant à révéler d'éventuelles faiblesses qu'ils pourraient découvrir ainsi que d'autres aspects nécessitant plus d'attention. Et c'est là que l'expérience des membres de l'entreprise et ses partenariats industriels devient vraiment très importante. Vous voyez, puisque cet avion n'aura pas les mêmes spécifications que l'appareil de série, il n'est pas vraiment logique de dépenser des sommes folles pour développer des systèmes sur mesure pour lui. Comme l'explique en détail Air Current, Jet Zero choisit ses composants en utilisant l'approche commerciale sur étagère ou composants sur étagère, ce qui signifie qu'ils utiliseront des pièces déjà utilisées par d'autres avions. Mais dans ce cas, c'est un peu plus compliqué. Habituellement, l'approche composant sur étagère fonctionne lorsqu'une entreprise souhaite moderniser quelques systèmes dans une conception existante ou lorsqu'elle construit quelque chose de relativement petit. Mais concevoir et construire un avion unique de la taille d'un avion de ligne avec des millions de pièces, c'est une toute autre histoire. Vous voyez, de nombreux systèmes d'un avion doivent communiquer avec d'autres systèmes pour fonctionner correctement. Donc Jet Zero doit choisir ces systèmes avec soin, surtout lorsqu'il s'agit de mélanger des pièces provenant de différents fournisseurs, ce qui est inévitable. Jet Zero souhaite équiper l'avion de manches à balai actifs, ce qui est une excellente idée selon moi. Donc il se procure ces manches à balai auprès de BAE Systems, qui les fabrique déjà pour les nouveaux jets d'affaires de Gulfstream. Cela signifie qu'ils doivent également utiliser un ordinateur de commande de vol fabriqué par Thales, qui fournit ces ordinateurs à Gulfstream. Maintenant, des détails comme celui-ci peuvent sembler simples, mais la différence entre développer quelque chose sur mesure ou acheter quelque chose qui existe déjà, appliqué à l'ensemble de l'avion, pourrait représenter une économie de centaines de millions de dollars. D'autres exemples de systèmes d'avions assemblés pour ce démonstrateur incluent le train d'atterrissage principal provenant d'un McDonnell Douglas 11, le train avant du 757 beaucoup d'avionique de Garmin, le quadrant des gaz d'un Boeing 787, ainsi que les pédales de gouverne de direction, les manettes de volet et de spoiler provenant du Gulfstream G6 Cent 50. Mais cette approche commerciale de l'achat sur étagère devient encore plus cruciale lorsqu'il s'agit des moteurs de l'avion. Sauf que cette fois-ci, cela pourrait également affecter les futurs avions de série. Pour le démonstrateur, Jet Zero a choisi un moteur bien connu et éprouvé, le Pratt & Whitney PW 2040. C'est le moteur qui équipe de nombreux Boeing 757 et sa version militaire. Le F-117 propulse actuellement les Boeing C-17 de l'armée de l'air. C'est un moteur des années 1980 qui a connu quelques mises à jour au cours de sa durée de service, mais il lui manque certaines fonctionnalités modernes, comme le contrôle électronique numérique intégral, le Full Authority Digital Engine Control, qui est en fait un ordinateur surveillant en permanence et gérant directement la poussée du moteur en fonction des demandes des pilotes. Encore une fois, ici je parle des moteurs de l'avion d'essai, donc tout ce qui est fiable, disponible et qui offre la bonne quantité de poussée et de poids devrait convenir parfaitement. Et dans ce cas, Delta Airlines a gentiment fourni 2 moteurs PW 2040 à Jet Zero, ainsi qu'un troisième en pièces de rechange. Mais il y a une subtilité supplémentaire ici, c'est que selon John Ostrower, Jet Zero envisage également une version du même moteur PW 2040 pour la version de série de son avion.
Et cela ne semble pas très logique, n'est-ce pas? S'ils font cela, il faut se rappeler que lorsque cet avion entrera en service dans les années 2030, cette conception de moteur aura alors plus de 50 ans. Maintenant, Pratt & Whitney moderniserait un peu le moteur dans une telle éventualité en intégrant un système Full Authority Digital Engine Control ainsi que de nouveaux combusteurs et d'autres systèmes qui amélioreraient légèrement l'efficacité et réduiraient les émissions. Mais tout de même, en quoi cela a-t-il du sens? Eh bien, tout d'abord, rappelez-vous que le premier client de cet avion pourrait très bien être l'États-Unis Air Force et il semble très satisfait des moteurs de leur C-17 et de leur Boeing 757 militaires et ils ont déjà mis en place une chaîne d'approvisionnement autour de ces moteurs. Théoriquement, un Pratt & Whitney 2040 amélioré pourrait éventuellement être utilisé pour moderniser ces C-17, mais ce n'est probablement pas un facteur dans la décision de Jet Zero. Maintenant, une autre raison ici est que l'industrie aérienne commence à en avoir assez des problèmes que causent actuellement les moteurs tout neufs. Nous avons déjà évoqué ici sur la chaîne les problèmes de longévité et de développement des moteurs à réducteurs Pratt & Whitney, les problèmes de longévité de certains moteurs gros porteurs Rolls-Royce, la nécessité d'une maintenance plus fréquente pour les moteurs CFM-LEAP, ainsi que les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les retards qui touchent pratiquement tous ces moteurs. De nombreux nouveaux moteurs et modèles d'avions sont entrés en service au cours des 2 dernières décennies et beaucoup de leurs exploitants aspirent désormais à un peu de stabilité. Le monde aérien a exprimé cette lassitude face aux nouvelles technologies et d'autres analystes comme Scott Hamilton dans Viam News ont également identifié cette même tendance. Comme l'a récemment déclaré Gus Kelly, le président directeur général de Lesser AerCap, s'il vous plaît, ne venez pas ici pour me dire que vous allez encore tenter un nouveau design. Je veux que ce que vous avez déjà construit fonctionne mieux. Dans une vidéo récente, j'ai mentionné que Rolls-Royce développe actuellement une version plus petite de leur démonstrateur UltraFan et que ce moteur pourrait être idéal pour l'avion de production Jet Zero. Rolls-Royce semble effectivement avoir proposé un tel moteur à Jet Zero. Et Pratt & Whitney a également proposé les turboréacteurs à engrenage Pratt & Whitney 1000G à la société, en plus de ce PW 2040 mis à jour. Mais l'état d'esprit de Jet Zero concernant les moteurs est devenu plus conservateur ces derniers mois, principalement en raison des retours des compagnies aériennes et des loueurs. En gros, lorsqu'il s'agit d'un design aussi novateur que celui-ci, les compagnies aériennes semblent privilégier un moteur qui présente le moins de risques possible. Comme on dit, mieux vaut le diable que l'on connaît. Mais cela crée toutefois un dilemme inévitable. Jet Zero voudra tôt ou tard proposer une deuxième option de moteur à ses clients, qui pourrait effectivement être un moteur plus moderne, peut-être avec un réducteur d'engrenage. Cela pourrait pénaliser les compagnies aériennes pionnières ayant acheté les premiers appareils dotés de moteurs à technologie plus ancienne alors qu'ils étaient les seuls disponibles. Pour être honnête, bien que cela puisse éventuellement poser problème, ce n'est pas une préoccupation immédiate. L'entreprise prévoit de faire voler son démonstrateur au premier semestre 2027 et comme je l'ai déjà dit, ce premier client pourrait tout simplement être l'US Air Force, surtout si Jet Zero obtient finalement des prêts gouvernementaux de bien plus grande valeur pour le développement de leur avion de série, ce qui pourrait devenir un facteur clé ici. Que pensez-vous de ce type d'avion? Aimeriez-vous y voler et y voyez-vous des problèmes potentiels? Dites-le dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous souhaitez que j'essaie d'interviewer quelqu'un de Jet Zero dans le podcast Captain Speaking, auquel j'espère que vous êtes déjà abonné. Nous n'avons pas encore débuté les interviews là-bas, mais c'est possible si vous le désirez. Je suis Peter Hernfeldt de Montour Now. Passez une excellente journée et à bientôt. Au revoir.